Nous sommes en 1993. Premier voyage de notre expédition en Tunisie, direction les deux îlots Fratelli, à quelques milles des côtes. J'avais depuis longtemps envie de montrer que la chasse sous-marine en Méditerranée peut être grandiose. Avec Michel Reboul, producteur et cinéaste bien connu dans le domaine de la chasse sous-marine, et Christian André, son assistant, cinéaste apnéiste de talent, nous avons entrepris plusieurs expéditions en Tunisie, à la recherche des eaux poissonneuses de Méditerranée. J'ai à ma disposition un matériel impeccable, un 4x4 puissant et le dernier bombard motorisé par le 50 chevaux Yamaha 4 temps. J'attache une grande importance à la préparation de mon matériel. Ceci dû vraisemblablement à l'habitude des compétitions de haut niveau, où rien ne doit être laissé au hasard. Pour mon confort, et pour éviter toute entrée d'eau dans la combinaison, j'ai fait coller une bande de néoprène que je retourne vers le bas. La combinaison de type mimétique étant néoprène refendu de 5 mm, elle colle parfaitement à la peau et assure une aisance, une souplesse et une isolation parfaite. Avant de l'enfiler, il faut la mouiller de façon à ce qu'elle glisse sur la peau. Il est nécessaire de bien l'ajuster avant de se mettre à l'eau. Ceci est un gage de confort et d'aisance dans l'eau. Lors de la première mise à l'eau, une petite astuce consiste à entourer le fil de l'accroche poisson autour des plombs de la ceinture. Il est bien tenu et ne gêne pas. Les gants sont indispensables dans la pratique de ce sport. Il faut se protéger les mains. Les palmes sont bien sûr à longue voilure pour un maximum de propulsion. Quant à la panoplie des fusils, j'ai choisi 3 types de fusils en fonction des pêches souhaitées. Le masque doit être parfaitement ajusté et réglé, en prenant soin de ne pas pincer la jupe sur le bord de la cagoule. Une fois bien prêt, la chasse sous-marine peut commencer. Je tiens à vous signaler que toutes les images ont été tournées en apnée, ce qui confère à ce film une grande valeur et une prouesse technique. Les caméramans ont su se fondre dans le milieu, ce qui nous a permis une grande mobilité et une parfaite symbiose entre l'esprit de la chasse sous-marine et les impératifs de la prise de vue. Toujours collé dans mes palmes, le caméraman a pu suivre toutes les actions en direct et aucune supercherie visant à améliorer le côté visuel de l'action n'a été utilisée. Le résultat est une image parfaite, pleine de sincérité et d'émotion. La première immersion nous dévoile des fonds sous-marins dont nous n'avons pas l'habitude de l'autre côté de la Méditerranée. Une pierre à corbe est bourrée à craquer, j'en crois pas mes yeux. Moi qui suis habitué à des fonds plutôt désertiques, j'ai l'impression de rêver. Ça nage dans tous les sens. Lorsque j'approche des pierres, je vois toutes ces queues qui virevoltent et ça me rend fou. Je dois me contrôler et me concentrer sur les plus grosses proies. Je sais que dans ces eaux poissonneuses, je ne vais pas tarder à trouver celui que je cherche, le mérou. En effet, sous cette pierre, j'aperçois par une petite lucarne le panache d'une nageoire ventrale. C'est un mérou. J'estime déjà son poids, aux alentours des 15 kilos. Mais il est difficile car il est loin dans son trou et de plus, la cavité sous la pierre remonte. Je fais le tour de la pierre pour savoir si celle-ci comporte une éventuelle sortie de secours. Et en amorçant ma remontée, je cherche une solution. Et je ne me rends pas compte qu'au lieu de dégrafer la ceinture de balisage, je dégrafe la ceinture de plomb. Une petite erreur, sans conséquence, mais
qui me pousse à me calmer et à garder mon sang-froid. De nouveau au fond, je m'aperçois que le mérou est toujours là, mais mal placé, et que dans ces conditions, si je le tire, je risque d'y laisser ma flèche et de ne pouvoir le déloger. Je décide alors de le piquer légèrement à la façon d'un picador espagnol pour le faire réagir. Super. Après plusieurs essais à tâtons, je vois dans la petite lucarne la tête et les gros yeux du mérou. Sans réfléchir, je déclenche mon tir. L'animal se débat, rapidement je l'extrais du trou et le sors dans la foulée. Les deux caméras étaient là. Je les avais complètement oubliées. Une de chaque côté de la pierre. La prise est géante. Nous avons notre premier mérou à l'image et croyez-moi, ce ne sera pas le dernier. Pour bien exploiter les rags et les pierres à poissons, je tire toujours dans la mesure du possible les poissons qui sont à l'extérieur des pierres. Je me laisse couler dans les derniers mètres de mon apnée, en me dirigeant avec mes palmes, tout en silence et sans geste brusque. Et lorsque je suis à la bonne distance, je déclenche mon tir sur le plus beau spécimen. Ensuite, quand les poissons ont compris qu'ils se trouvent en présence d'un prédateur, ils se réfugient sous la pierre, se sentant abrités dans le noir, et c'est à ce moment-là que je commence à les pêcher à trous. J'ai détecté une rague à corbe. Afin de rendre plus impressionnante la scène, le caméraman s'est posté au fond et m'attend tout en filmant ma descente. Il ne reste plus qu'à la deuxième caméra de filmer la séquence du tir en gros plan. Mais avant de me présenter à trou, j'analyse toujours la pierre avant d'y redescendre. Pendant que je me ventile en surface et tout au long de ma descente, je pense à la façon dont je vais aborder la pierre. J'essaye de deviner les éventuelles sorties par lesquelles le poisson pourra fuir. Et si j'ai un doute, je redescends sans tirer pour m'assurer de la configuration des pierres et de leur correspondance entre elles. En compétition, et lorsque je tiens à optimiser les prises, je ferme les sorties avec des fusils. Ici, ce n'est pas nécessaire, vu l'abondance du poisson, je pêche à l'instinct. Je vous garantis, vous, qui m'écoutez et qui me regardez, que si vous vous efforcez de prendre le temps de comprendre les fonds sous-marins avant de déclencher un tir sur le premier poisson qui bouge, vous aurez beaucoup plus de résultats, si vous appliquez mes conseils. De même, sachez que le courant joue un rôle important dans la façon de se présenter devant le trou. Faites en sorte que le poisson ne puisse pas fuir dans le sens du courant, et qu'au contraire, il remonte le courant dans sa fuite. De cette façon, sa fuite se limitera aux pierres ou galeries voisines. Pêchez toujours dans une mer formée. C'est là que se trouve le poisson. Jamais à l'abri du vent ni du courant. C'est pourquoi vous devez avoir une forme physique à toute épreuve, et de ne pas avoir peur de palmer pour vous maintenir dans des zones de pêche difficiles. Chaque apnée, un poisson. Je suis dans une zone à 15 mètres de profondeur. Les apnées sont faciles et chaque fois que je descends, mes yeux sont à l'affût de la plus belle prise. Très vite, je comprends que dans ces eaux, il va falloir sélectionner son poisson. Pour l'instant, je me concentre sur les rags et sur les trous qui sont bourrés de sarres et de corbes. Je ne prends même pas le temps d'aller au bateau pour porter les poissons. Je suis pris dans l'euphorie de la première partie de pêche et je pense qu'à rajouter des poissons à l'accroche-poisson. Je les mets tous à ma ceinture jusqu'à ce que le poids trop important m'oblige à retourner au bateau pour me délester. Les conditions météo sont idéales. L'eau est claire et très peu de courant. Je vais pouvoir pêcher longtemps. Je me sens parfaitement bien.
Je suis dans mon élément et j'évolue en toute liberté, le corps parfaitement relâché. Sous une pierre bordée de posidonie, j'aperçois un mérou de belle taille. Mon tir est instinctif. Le mérou est bien positionné, je ne me pose pas de questions, je tire. Dans la foulée, je le remonte par la flèche. Il y a environ 20 mètres de fond. La remontée est pénible, l'animal est encore bien vivant et il se débat fort. Cette sensation me plaît. Je lutte contre l'asphyxie pour rejoindre la surface et je mets toute mon énergie à le remonter. Toutes ses nageoires sont hérissées. Afin de le maîtriser, je le saisis par les yeux pour le paralyser. Je sais qu'une fois arrivé en surface, le combat sera gagné, mais qu'elle est loin, la surface, lorsque l'on a mis toutes ses réserves dans cette lutte. Une technique que j'emploie souvent lorsque les eaux sont claires consiste à observer le fond depuis la surface tout en conduisant le bateau avec le pied. Lorsque j'aperçois quelque chose qui nage au fond, je n'ai plus qu'à me laisser tomber dans l'eau et à entamer ma descente. Lorsque la profondeur est trop importante ou que l'eau n'est pas suffisamment claire, j'utilise mon sondeur pour me positionner sur les bonds secs. Deux énormes raies pastenaques sont posées au fond. Elles mesurent pas loin de 2 mètres d'envergure. Je m'amuse à les piquer avec la pointe de ma flèche pour admirer leur nage gracieuse. Dans une rague, tout en longueur, je viens de voir une belle mostelle. J'ai réduit la puissance de mes sandaux au premier cran et malgré cela, ma flèche s'est enraguée. Qu'est-ce que cela aurait été si j'avais gardé la pleine puissance de mon fusil ? Je pense qu'ici, on peut dire qu'en pêche sous-marine, précipitation et résultats ne font pas bon ménage. Il faut savoir prendre son temps et analyser les conséquences de ses actes. Perdre un temps précieux sur une flèche enraguée est une chose à éviter, surtout en compétition. La mostelle est un poisson très fin, à la chair délicate. Le foie de l'animal est très important. Lorsqu'elle est piquée dans le ventre, elle peut se déchirer facilement. C'est pourquoi je m'applique à la tirer juste derrière la tête. Je sais que c'est en cette saison que les cigales remontent des grandes profondeurs pour se reproduire. On les trouve agrippés dans les petits trous ou camouflés au fond des ragues, souvent d'ailleurs sur la partie haute des failles. Il ne faut pas hésiter à regarder en haut des trous pour les trouver accrochés, la tête en bas. J'aime à m'amuser à déranger ces grosses pastenagues. Méfiance tout de même, la piqûre est très dangereuse, voire mortelle. En cherchant bien, car les cigales se fondent merveilleusement bien avec le milieu, on peut s'assurer d'un repas délicieux.
Je les préfère à la langouste. Leur chair a un petit goût de noisette, grillé au barbecue. C'est un menu de roi. Pour ce soir, le repas est assuré. Les chasseurs sous-marins sont souvent des gens de conditions modestes, mais qui vivent et mangent comme des seigneurs. Cette belle langouste de près de 3 kilos, je l'ai aperçue par hasard, en allant défaire le grappin de l'encre. Comme quoi, même dans une tâche de routine, il faut toujours avoir l'œil. Un bon repas pour ce soir. Il y a des cigales ici, Didier. Voilà. La puissance du mérou m'impressionne toujours. Celui-ci, fléché à bout portant, réussit à se séparer de sa flèche et à se décrocher. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai vu où il est allé se réfugier, et le temps de me ventiler et de recharger mon fusil, je redescends pour le retrouver et lui mettre une deuxième flèche. Je ne le vois pas très bien, et je suis obligé de tirer dans le corps en sachant que j'aurai du mal à l'extraire. Il est coriace et m'oblige à remonter. Le trou n'est pas très profond, mais bien large. Je sais que je vais pouvoir le récupérer. Une troisième flèche, et ce coup-ci l'animal à bout de force vient tout seul. Je plonge à chaque fois pas loin des 30 mètres. Et lorsque je fais surface avec mon mérou, je suis content, mais épuisé. Ah, c'est rude, hein, là. Hein? Il reste près. Je n'ai pas rencontré de grosses badèches pendant ce séjour, sauf une, aperçue de très loin, qui devait bien faire ses 20 kilos. Celle-ci, comme toutes les badèches, toujours aussi nerveuses, était relativement facile à tirer. Un peu lassé par des proies que je juge trop faciles, je ne regarde pratiquement plus ni les corbes ni les sards et je cherche celui qui excite ma curiosité, le roi mérou. Pour moi, la pêche au mérou est l'une des plus captivantes de Méditerranée. Malheureusement, j'ai appris qu'ici, en Tunisie, quelque temps après que nous ayons tourné ce film, un décret du ministère des Affaires maritimes tunisiennes a interdit la pêche du mérou. Je le regrette, car c'est vraiment la plus intéressante de toutes les pêches, surtout lorsqu'on la pratique sur des fonds de 30 mètres et que l'on ne s'attaque qu'aux gros spécimens. Celui-ci va me donner du fil à retordre. J'ai du mal à apprécier la grosseur du mérou, où je me dis peut-être que je n'ai pas fléché celui que j'ai vu rentrer dans la pierre. Toujours est-il
Il y a 28 mètres de fond et qu'il est tellement bien enraillé que je me demande pendant la remontée comment je vais faire pour pouvoir le sortir. Je n'ai qu'une seule solution pour assurer la prise, c'est d'utiliser la technique du ballon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est simple. Une fois que j'ai fait surface, je gonfle un ballon, de préférence déjà immergé, je défais les sandaux au niveau de l'obus et j'attache les sandaux sur le ballon. Je prends le fil du moulinet, que j'entoure sur la crosse du fusil, et je tends cette corde. Le résultat, c'est que la tension de la corde et l'élasticité des sandaux et la résistance du ballon vont exercer une tension soutenue sur la flèche et vont fatiguer le mérou. Avec cette technique, il m'est déjà arrivé de sortir un mérou qui s'était complètement bloqué dans son trou, sans effort. Au bout d'un certain moment, si le mérou bouge dans son trou, la tension le fait sortir tout seul. Mais dans le cas présent, il en va autrement. Le mérou est bel et bien bloqué dans son trou. Je redescends pour me rendre compte de la situation et essayer de le sortir, sans succès. À chaque fois, compte tenu des efforts à produire, je suis obligé de larguer ma ceinture, tout en sachant qu'après, cela m'obligera à la remonter à la main. Et croyez-moi, 8 kilos de plomb à chaque fois, j'en ai plein les bras. Je décide donc de replonger avec un autre fusil, chargé d'une flèche sans ardillon, que l'on appelle vulgairement un attendrisseur. Elle sert à tuer le mérou afin qu'il ne puisse plus se bloquer dans son trou. À cette profondeur-là, et compte tenu des efforts importants au fond, je suis obligé de larguer ma ceinture pour faciliter ma remontée. Je suis épuisé, mais je le veux, ce mérou. Je redescends. Je ne sais plus combien de fois, et à chaque fois je lui vois sa grosse tête aux ouïes écartées. Je sais que lorsqu'il sera mort, je pourrai le sortir sans problème. Et je compte bien sur mon ballon en surface pour jouer le rôle de tension. Et tout à coup, le ballon fait surface. Ça y est, le mérou est hors de son trou. Il ne me reste plus qu'à le remonter tranquillement. Ouf, celui-là, il m'en a fait baver. Mais peut-être que c'est ça, la chasse sous-marine. Ils ont emmerdé celui-là. On peut voir. On a dit où on va là. Wahlia, on va. Après ces efforts terribles passés sur ce mérou, je décide de pêcher sur des petits fonds pour finir la journée. Quelques sards et quelques corbes supplémentaires. Car j'ai promis d'en faire cadeau au personnel de l'hôtel où nous sommes descendus. Je me fais plaisir sur des proies faciles.